Rebonjour et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose de débuter l'après-midi par une première table ronde autour de la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des professionnels sur les territoires. Donc, pour animer cette table ronde, nous avons invité Viviane Bayad, qui est chef de projet nationaux transverses au CNFPT. Pour la présenter très brièvement, elle a d'abord été travailleure sociale auprès de différents publics vulnérables, puis elle a repris ses études en santé publique et a exercé ensuite pendant plus de 25 ans dans des associations et collectivités territoriales pour développer et accompagner des actions de santé communautaire, de prévention, promotion de la santé. Elle a ensuite rejoint le CNFPT pour développer des actions à destination des professionnels territoriaux de santé, puis œuvrer à travers la formation à favoriser la prise en compte des enjeux de santé dans toutes les politiques publiques locales, que ce soit l'urbanisme, la mobilité, l'habitat. À favoriser l'intégration de la santé dans toutes les politiques publiques, en fait, c'est tout naturellement qu'elle s'est intéressée au mot d'ordre une seule santé. C'est la raison pour laquelle on l'a conviée aujourd'hui. Donc, Viviane Bayad, ça y est, j'en ai trop dit. Je vous laisse la parole et vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Un des freins à l'interdisciplinarité, vraiment un frein que j'observe tous les jours, je vais dire au CNFPT, est lié aux cultures professionnelles qui sont acquises dès la formation initiale, cultures professionnelles qui amènent des langages différents et spécifiques, mais aussi des conceptions et même des appréhensions des enjeux qui sont très spécifiques. Toute la difficulté de faire travailler ensuite et de trouver le consensus, donc comme on disait à midi. Euh, En fait, il ne s'agit pas de gommer les expertises, mais je pense qu'il s'agit vraiment de faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble, reconnaître la compétence de l'autre et puis mixer leurs compétences, mais aussi leurs contraintes, évidemment. Dans ma pratique au CNFPT, j'observe aussi d'autres freins pour pouvoir travailler dans cette logique et dans cette approche systémique et transversale. Entre autres, je pense que les crises multiples qu'on a vues ces dernières années, donc les crises sanitaires, industrielles, environnementales, etc., ont créé des ruptures de fonctionnement et ont montré combien il y avait un décalage important entre la façon dont les crises et dont les événements nouveaux, les pensées en amont, comment on a réfléchi à la gestion quand on est devant la situation. Et je pense donc qu'on a vraiment une nécessité à accompagner autrement dans nos formations les décideurs. Alors quand je parle de décideurs, je parle de ma place au CNFPT. Donc au CNFPT, on forme les 2 millions de professionnels territoriaux et pas du tout les élus. Donc quand je parle de décideurs, je parle des DG, des DGA, des directeurs de services. Mais en tout cas, il nous faut leur apprendre maintenant à travailler face à l'incertitude, à comprendre ce que sont les défis d'aujourd'hui, à travailler en pluridisciplinarité, à travailler en agilité, on l'a dit ce matin, en confiance, apprendre à communiquer autrement dans l'incertitude. C'est vraiment tout un changement de logiciel. Il faut qu'on accompagne via la formation. Et donc forcément, il faut qu'on revoie nos modalités de formation, c'est clair. Une autre question qui me semble vraiment importante actuellement, c'est que on peut observer, alors je caricature, que les scientifiques ont des savoirs, ils sont dans leur bulle, plutôt hermétique. Les décideurs, là pour le coup je mets les élus avec, sont dans une autre bulle, assez hermétique. En fait, le dialogue ne se fait pas forcément. Et quand je pense qu'il faut... ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la prise de décision des décideurs, il y a vraiment une force qui est pression citoyenne, pression médiatique. On l'a bien senti dans tous les derniers messages recommandations, campagnes municipales et autres. Mais en tout cas, il nous faut nous réfléchir quand on met en place des formations maintenant vers les décideurs, à comment est-ce qu'on va construire le dialogue entre les scientifiques et les décideurs pour avoir optimisé les chances d'avoir des prises de décision qui sont éclairées, qui sont soutenables. Et en fait, comment est-ce qu'on va bâtir une confiance entre les parties prenantes, dont les citoyens évidemment. Quand je dis ça, je fais la médiation scientifique comme une simplification des expertises, une vulgarisation des expertises, c'est vraiment travailler sur les modalités d'échange. On a tout un travail à faire dans ce sens-là, les modalités d'échange entre les scientifiques et les décideurs qui sont eux aussi porteurs
d'autres expertises, d'autres pratiques, de connaissances du territoire et même de valeurs qu'il faut entendre. En fait, toute l'idée est de replacer les savoirs scientifiques dans un contexte de terrain et créer une vraie adéquation. Donc, on a vraiment là tout un travail pour favoriser la médiation scientifique qui doit s'appuyer sur des nouvelles approches, des nouvelles modalités de formation. Autant vous dire qu'on y réfléchit, c'est pas encore très clair, donc moi je suis preneuse de toutes les idées. Et on travaille également en ce moment à revoir, à refaire une préfiguration de notre mission recherche, puisque je pense que vraiment, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années, nous montre à quel point il faut qu'on remette tout à plat et il faut qu'on retravaille toutes ces questions-là très différemment. Voilà. Alors sinon, nous trois, je reviens. Nos trois intervenants vont nous permettre aujourd'hui d'appréhender les différentes typologies de formation et de sensibilisation au concept One Health. Et nous allons accueillir d'abord Nathalie Guerzon. Donc, vous êtes inspectrice générale en santé publique vétérinaire, directrice de l'École nationale des services vétérinaires de France Vétérinaire Internationale. Et vous avez une longue expérience au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Adrien Jacquet, présent. Vous êtes inspecteur de santé publique vétérinaire. Vous travaillez aussi au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous êtes chef de bureau de la qualité de la performance et du pilotage des services. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vos activités extra-professionnelles, car vous êtes cofondateur dans ce cadre-là de l'initiative, on dit UNES, c'est ça? UNES, une seule santé. Et puis, nous entendrons aussi Pierre Souvet, qui est cardiologue et qui, dès 2008, a cofondé l'association Santé Environnement France, l'ASEF, qui publie, qui alerte beaucoup et qui produit beaucoup de guides et d'autres actions pédagogiques. Je reviendrai tout à l'heure au départ de chacun pour vous dire quelques mots sur ce qu'ils vont présenter. On va d'abord entendre donc Nathalie Guerzon qui va nous présenter les formations en cours à l'École nationale de santé des services vétérinaires et puis les perspectives pour les années à venir. Merci beaucoup, Madame Baya. Merci à nos organisatrices, donc Mesdames Colombier, Rateau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en effet, pour cet exposé sur la formation, je parle en effet de VétagroSup, qui, comme Monsieur Michelin l'a dit ce matin, donc qui est la Réunion, un établissement avec 3 cursus, le cursus agro à Landes, le cursus véto à Marcy-l'Étoile, et puis au milieu, vous avez cette petite école avec ses drapeaux bleu, blanc, rouge, qui est donc l'École nationale des services vétérinaires, France Vétérinaire Internationale, et donc déjà beaucoup de transdisciplinarité entre ces 3 cursus, et évidemment, ça a permis de faire germer un certain nombre de projets. Donc, au sein de l'École nationale des services vétérinaires, qui en fait est la fusion de l'École nationale des services vétérinaires, donc qui a été fondée en 1973. Donc, vous voyez que c'est finalement pas une nouveauté pour porter les sujets de santé publique vétérinaire et donc former les fonctionnaires, vétérinaires inspecteurs à l'époque et inspecteurs de santé publique vétérinaire maintenant. Et nous sommes aussi centre collaborateur de l'OIE. Tout à l'heure, ça aura des conséquences bien évidemment, notamment sur le volet international. Et fusionné depuis le 1er janvier 2020 avec France Vétérinaire International, donc qui était initialement un GIP, créé en 2002 et qui projette de l'expertise donc vétérinaire à l'international, et donc un lien fort évidemment entre ces actions de formation et cette projection d'expertise. On est une école un peu particulière parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'enseignants chercheurs propres à l'ENSVFVI. On est un staff de 20 personnes, hormis Amandine et Sébastien, donc qui sont enseignants chercheurs et donc sur le volet sciences politiques et sciences humaines et sociales, et notamment pour le portage des politiques publiques. Et on fonctionne avec des experts, donc on va chercher dans les secteurs où ils sont, qu'ils soient scientifiques, donc sur le campus et ailleurs, dans les instituts de recherche, qu'ils soient issus de l'expertise de terrain, donc dans les services à tous les niveaux, départemental, régional, national, voire international.
Et du coup, ça nous permet véritablement d'abord d'être en lien avec l'actualité, puisqu'on est plutôt agile et plutôt donc en réponse à des besoins. On couvre des formations en présentiel et en distanciel, et évidemment, on est positionné sur ce concept une seule santé en pratique. Alors initialement et intrinsèquement, puisque le métier d'inspecteur de santé publique vétérinaire avait déjà ses deux pieds avec la sécurité alimentaire et la lutte contre les zoonoses, évidemment d'avoir un focus d'orientation vers la santé humaine, mais évidemment notre cœur de métier santé et protection animale, avec tous les impacts évidemment que cela peut avoir, et de plus en plus donc sur le volet santé environnement, santé biodiversité, qui est le pied, on va dire, qui est celui qui est rentré dans l'équation le plus dernièrement possible. Mais mon expérience de terrain me montre tout l'intérêt justement de cela. Et en effet, produire une formation sur la base du concept une seule santé, ça nous semblait extrêmement important pour répondre aux besoins de l'autre côté, des pathologies notamment liées entre l'animal et l'homme, où plus de 60% donc des maladies humaines sont d'origine animale et 75% des maladies émergentes. Et donc face à ces besoins, eh bien, de produire une offre de formation adaptée. Alors, je vous parlais du terrain tout à l'heure. C'est clair que les champs couverts, donc dans la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire, y prédisposent, puisque de toute façon, dans la chaîne de la fourche à la fourchette ou farm to fork, dans les concepts notamment Commission européenne en ce moment, eh bien évidemment, on couvre déjà beaucoup de domaines, puisque nous sommes de toute façon interfacés entre santé environnement, santé biodiversité et l'homme, pour lequel in fine dans nos missions de santé publique on intervient. Donc vous voyez tout au long de la chaîne, que ce soit les élevages, leur impact en termes d'environnement, la protection et la santé animale, les abattoirs, et ensuite toute la chaîne alimentaire, donc jusqu'à la fourchette, la restauration, la distribution. Et en marge de ces domaines, eh bien, le concept One Health, on a pu l'expérimenter, en tout cas moi personnellement, dans le portage du plan national pour l'alimentation, et notamment sur des projets en effet de circuits courts en restauration sociale, donc notamment sur le terrain dans 2 départements, la Drôme et la Loire, où on avait en effet par un travail de portage de projets et de témoignages, donc entre plusieurs disciplines, les collectivités territoriales, la chambre d'agriculture, les producteurs, les responsables donc de restauration scolaire, eh bien cette introduction donc des matières premières en circuit court dans la restauration sociale, en atteignant des résultats palpables, puisqu'on était arrivé à 13 millions de repas par an dans le département de la Loire, qui comportaient peu ou prou de 20 à 70% de produits locaux. Et le portage de ces politiques publiques sont extrêmement intéressantes, interdisciplinaires, et donc portent des super résultats. Il y a bien évidemment le volet santé biodiversité, et notamment j'avais eu l'occasion avec l'ANSES de travailler en effet sur les abeilles, qui avait un problème qui posait un problème initialement sur les abeilles, avec 30% de mortalité dans le département de la Drôme notamment, mais qui portait évidemment à terme un certain nombre d'autres problématiques pour l'environnement et pour la santé humaine. Et en effet, grâce à ce travail, notamment de lien avec le monde de la recherche, avec l'ANSES, et d'objectiver en effet ces impacts, qui étaient en effet de 30% de mortalité dans la plaine du Rhône, et évidemment 16% dans le Vercors, très, très en deçà de ces chiffres. Et puis, là encore, sur des gestions de pollution de l'environnement, qui ont bien évidemment un impact sur les pâtures, sur l'eau, sur ce que peuvent manger les animaux, et au-delà, et bien évidemment, leur production, viande, lait, et donc l'impact sur la santé humaine. Donc, fort de ces constats, bien évidemment, quand on arrive dans une école de formation, on se dit qu'il est intéressant, en fait, de pouvoir jouer sur trois volets, l'interdisciplinarité, puisque ces projets, on les porte pas seuls.
Sur le lien, donc y compris avec les sciences sociales, bien évidemment, sur le lien entre l'évaluation du risque et la gestion du risque, et c'est ce lien indispensable, et on en parlait encore dernièrement avec Pascal Boireau, entre la recherche et les gestionnaires. Et puis, donc troisièmement, ce qui est l'ADN, c'est en pratique, parce que évidemment, si ça reste des concepts, ça ne sert strictement à rien. Et donc, on a développé un certain nombre d'éléments, seuls ou en partenariat, que vous avez ici et qui vont être en effet le déroulé de mon intervention. Donc, tout d'abord, il en a été question tout à l'heure, et c'était la première. Le premier résultat concret, donc c'est le développement du diplôme d'établissement One Health en pratique. Donc, il a été développé en 2019, donc avant la pandémie. Et d'ailleurs, c'était un clin d'œil. On était le 12 mars 2020 dans les locaux de l'OMS, justement, avec les participants de ce diplôme d'établissement, donc qui est composé de 3 semaines, avec vraiment des participations transdisciplinaires, que ce soit des formés avec dans la première session notamment bien sûr des vétérinaires, des médecins, mais aussi des économistes, des écologues avec des rôles différents, des intervenants, la mobilisation de 70 intervenants avec là aussi un panel d'origine extrêmement varié et intéressant, et avec à chaque fois un parrain ou une marraine de promo. Donc pour la première session 2020, Serge Morand, et cette année, donc 2020-2021, Catherine Larrière. Les participants donc représentent vraiment l'interdisciplinarité, et les 2 premières sessions ont été très appréciées, donc ce qui est vraiment un feedback positif sur la réussite de ce dispositif. Et donc là, tous les participants, tous les niveaux de formation sont évidemment concernés. Le deuxième grand temps, ça a été la fameuse conférence donc du 17 mars, organisée donc par 5 associations. Donc vous voyez ici, et qui sont représentées, notamment Pierre interviendra donc tout à l'heure pour porter un travail de 7 ateliers, dont vous voyez ici les thématiques, et la formation donc en faisait partie, parce que bien évidemment, pour porter une seule santé en pratique, eh bien, il y a aussi cette obligation de formation et de transmission. Et notamment, on avait relevé plusieurs volets, un volet de formation de décideurs publics et privés, et un volet de vulgarisation. Et donc, vous les retrouverez dans ce petit fascicule qui est dans la salle, et qu'on peut vous montrer, et qu'on est en train de développer. Donc les actes et les suites de ce séminaire seront vraiment scrutés avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est en effet leur mise en œuvre qui sera intéressante. Et sur le volet formation, ben voilà déjà quelques résultats. Donc, intervention dans le tronc commun de formation des hauts fonctionnaires. Donc, vous savez que l'INSP sera officiellement donc créé 1er janvier 2022, mais qu'un tronc commun de formation initiale est d'ores et déjà conçu sur 5 thématiques, pour former un socle commun 14, enfin les hauts fonctionnaires issus de 14 écoles, dont le NSV AVI, qui apparaît bien évidemment avec ses 20 agents, le petit poussé de l'histoire, sur 5 thématiques: valeurs de la République, transition numérique, pauvreté et inégalité. Mais vous voyez transition écologique, notamment le lien avec le volet santé-environnement, et rapport à la science, sur lequel on a plus particulièrement collaboré, et notamment sur la base de 4 modules. Le premier, c'est le lien entre évaluation et gestion des risques, avec un cas concret notamment du lien entre ANSES et DGL, donc dans le portage des politiques publiques. Le deuxième module, donc, qui a été notamment réalisé dans son volet théorique par Amandine, Sébastien et Guénola, dont il était question tout à l'heure, sur la décision en situation d'incertitude, et notamment la gestion de crise.
Le troisième volet qui est le rapport à la société et donc l'intervention des citoyens avec une illustration notamment de la consultation citoyenne par le Conseil national de l'alimentation, notamment sur la sobriété des emballages. Et enfin, sciences, innovation et société, dans lequel un certain nombre d'exemples sont développés. On aura aussi, on a remis à l'intérieur avec l'autorisation des associations la table ronde, les tables rondes One Health en pratique, donc avec 54 intervenants au total sur ce sujet, de façon à ce que tous les élèves qui sortent de ces écoles aient entendu parler des problématiques et des éventuelles pistes, et en tout cas donner des réflexes pour aller plus loin sur ces sujets. Il y aura aussi un thème transversal et donc des travaux communs pendant les stages notamment qui peuvent porter sur ces thématiques, et on poursuit évidemment en formation continue par un autre projet. Le master, One Health Managing Health of Population, dont il était question tout à l'heure. Donc, il est porté par la chaire de santé publique vétérinaire et donc le NSV FVI, notamment par Chloé-Louise Morbois. Et il aura donc un volet socle commun de formation, puis deux spécialisations, une plus sur la recherche, l'autre plus sur la gestion des risques. Le but étant donc de former en anglais des participants. Donc c'est un master 2 qui est lié donc au cursus M1 de santé publique de Lyon 1. Et pour ceux qui suivront ce M2 auront la possibilité donc de faire ces deux spécialisations, et notamment pour la gestion des risques. Cela permet aussi la formation des services vétérinaires étrangers qui bénéficient pas forcément d'une école ou d'un centre collaborateur de l'OIE. Donc c'est une formation longue, 6 mois de formation et 3 mois de stage qui viennent compléter déjà l'offre de formation internationale de l'ENSV avec les Residential Courses qui sont des formations courtes, et ICERIS qui est un e-learning qui permet notamment de transmettre la formation de base de l'OIE. Il ouvrira ce master en septembre 2022. Et puis ensuite, ce sont des projets, puisqu'il faut toujours en avoir. C'est une formation continue, comme je vous le disais, dans le cas de l'INSP, qui a été proposée donc à la ministre le 1er décembre 2021, donc avec les écoles qui sont citées, donc qui forment justement les fonctionnaires en lien avec le sujet Une seule santé. Le but étant de créer en effet de l'interdisciplinarité pour les agents déjà en poste, déjà en responsabilité, dans les agences régionales de santé, les directions départementales en charge de la protection des populations, les directions départementales des territoires, l'Office français de la biodiversité, les préfectures, la territoriale, enfin bref, essayer de créer sous le forme de l'IHEDN, donc 3 semaines de formation, de façon à pouvoir apporter des connaissances, et notamment sur les risques chimiques, parce que ce sont des agents en responsabilité depuis 10, 20, 30 ans, qui a été formé sur les risques aigus, souvent liés virus, bactéries, pas forcément sur les risques chimiques et notamment un certain nombre d'impacts chroniques. Des échanges de compétences et puis un travail de groupe sur des sujets émergents, donc de façon à initier un travail avec évidemment des intervenants de l'ANSES, de spécialistes des différents sujets qui pourront donc varier en fonction des attentes des participants. Et puis, dans le cadre du plan de relance, il y a le projet de constitution d'un institut One Health. Donc, on a déjà travaillé à l'appel à manifestation d'intérêt avec un consortium et d'autres projets. Donc, comme le disait Amandine, avec la création de l'Académie de l'OMS à Lyon, l'éventualité de la création d'une académie de l'OIE, donc en lien pour justement évoquer ces sujets Une seule santé, faire des exercices de gestion de crise interdisciplinaires, pourquoi pas transfrontaliers.
Donc, des jolis projets en perspective. Et puis, des publications, donc Amandine et Sébastien en ont parlé, des participations à des conférences comme la conférence qui aura lieu donc en janvier, qui est organisée par le Hub de santé publique vétérinaire, donc qui est à Lyon. Et également l'OSH Forum. Donc, vous voyez un certain nombre de participations à un certain nombre d'initiatives. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. On va entendre Adrien Jacquet. Donc, vous avez fondé l'initiative 1S. Maintenant, je le sais. Et c'est une communauté d'acteurs investis qui souhaitent promouvoir et mettre en pratique cette approche. Et donc, vous allez nous présenter cette initiative, cette mise en réseau, ses objectifs, les freins, les leviers rencontrés pour développer ce projet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, merci au réseau ISE de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette initiative. Merci aussi à Célia Colombier et Mathilde Rateau pour toute l'organisation de cette conférence. Et puis, merci aussi d'avoir amélioré mon support de présentation en termes de visuel. Donc, aussi, merci là-dessus. Avant de démarrer sur la présentation, peut-être me présenter aussi, présenter d'où je viens en termes de parcours, pas forcément pour expliquer pourquoi j'ai cofondé cette initiative. Je la présenterai ensuite. Donc, je suis vétérinaire de formation et très rapidement, je me suis intéressé à la santé publique vétérinaire, c'est-à-dire toutes les actions en lien direct ou indirect avec la santé des animaux, leurs produits, leurs services, avec pour finalité de protéger la santé des hommes. Pas exactement la définition telle qu'elle est retenue, mais en tout cas, c'est l'acceptation que j'en ai. Et petit à petit, je me suis orienté vers une définition plus globale, une acceptation plus globale, et c'est de vers là que je suis tombé finalement dans le concept One Health, et encore dans le mauvais sens. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'initiative 1S, une seule santé, et je vois que mon diaporama est resté au même support avec les mêmes couleurs finalement. Donc le constat en fait initialement, c'était de dire que One Health en ce moment tout le monde en parle depuis 1 an, depuis 2 ans. Et en fait, tout le monde en parle et tout le monde a agi dans les secteurs académiques, dans les secteurs de la recherche, mais finalement, les actions qui dépassent les secteurs académiques, les secteurs de la recherche, peinent à trouver leur concrétisation. Et donc, c'était vraiment notre point de départ, avec la volonté finalement de se dire, eh ben, pour que ça change, il faut qu'on ait une approche bottom-up. On ne va pas rédiger un nouveau manifeste, et on va essayer de créer une communauté d'acteurs engagés qui, chacun à leur niveau, essaieront de promouvoir ce concept. Et que finalement, individuellement, on finisse par porter plus globalement et faire avancer ce concept et trouver des concrétisations. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'était d'y parvenir. Et pour y parvenir, il fallait trouver une action concrète pour être cohérent. Et donc cette action, c'était d'organiser des after-work. Le pourquoi des after-work, le premier point, c'est de permettre à des personnes qui sont issues de secteurs d'activité différents de se rencontrer. One Health sans ça, finalement, sans interdisciplinarité, ne fait pas sens. Et donc, pour travailler ensemble, il faut d'abord se connaître et donc créer du lien par le biais de ces afterwork et ces rencontres. L'autre point, c'est, si possible, lors des afterwork, grâce à des intervenants de qualité, donc 2 intervenants, chacun issu de secteurs d'activité différents, de repartir enrichis de connaissances, même si c'est pas forcément l'objectif premier, sinon on parlerait plutôt d'une conférence ou d'un colloque, mais d'avoir quand même une compréhension un peu plus fine sur un sujet en particulier de type One Health. Et puis enfin, si on a réussi notre pari, à l'issue des afterwork, où petit à petit, de plus en plus de gens auront envie à leur tour de promouvoir ce concept. Et quand je dis promouvoir, c'est plutôt agir chacun à leur niveau, par exemple dans son service, et à se dire, tiens, si je montais un projet qui s'inspirerait des modes de gouvernance One Health, qui répondrait à une finalité de type One Health. Et donc c'est ça, vraiment c'est notre pari et notre ambition, avec les moyens modestes que l'on a, puisque c'est une initiative bénévole, et j'y reviendrai après sur les perspectives 2022. Et là normalement, c'est dans le bon sens. Oui, c'est dans le bon sens. Je vais j'ai 3 diapositives comme ça à vous présenter. Ça va peut-être je vais essayer d'aller assez vite sans que ça soit trop fastidieux pour vous. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu en fait présenter les afterwork organisés? C'est d'une part, vous démontrer qu'on avait agi concrètement, et c'était aussi pour montrer la diversité des sujets qui relevaient de One Health et la diversité des acteurs que l'on pouvait retrouver. Et donc c'est ça qui a motivé finalement ma démarche de présentation des afterwork. Le premier afterwork qu'on a organisé, l'initiative a été lancée en mars. Le premier afterwork a été organisé en septembre.
Et donc avec un participant, Julien Fausse, qui est issu de France Stratégie, donc avec une vision et un regard très macro finalement sur l'environnement et le monde. Et en contrepoint, Jean-Yves Chollet à l'OFB, qui était chef de service sur les unités le suivi de la faune sauvage. Donc, et ensuite, tous les afterworks que l'on organise sont un peu sur ce même modèle, c'est-à-dire des participants issus vraiment de milieux et d'horizons différents, mais qui, par leur rapport respectif, permettent de dresser un tableau, si ce n'est complet, mais au moins complété, de la thématique choisie. Ensuite, One Health dans les pays du Sud en octobre, avec Emmanuel Guillard de Soltis, donc une ONG spécialisée dans la santé humaine, et Manuel Miller de AVSF. Et donc, je crois qu'il y a un représentant qui interviendra de cette association par la suite dans la journée. Donc, AVSF, donc l'aspect vétérinaire. Donc, on a humain et vétérinaire. Ensuite, en novembre, on a organisé Penser ensemble faune et urbanisme. Et donc là, il nous était paru important de faire intervenir un vétérinaire sapeur-pompier et en face quelqu'un qui s'occupait, qui pensait la stratégie d'urbanisation et d'écologie urbaine, en la présence de Philippe Clergeau du Musée Homme National d'Histoire Naturelle. Je vais peut-être écrocher certains acronymes, ne m'en voulez pas. Ensuite, on avait en décembre effectivement la thématique du bien-être animal. Et cette fois, le sujet n'est pas tant transversal, mais c'était l'approche que l'on avait souhaité transversale, avec la participation d'une vétérinaire impliquée dans le Conseil de l'Ordre, et en contrepoint la participation d'une avocate, cette fois sur le volet droit. Et donc là aussi une complémentarité dans les propos et in fine dans les actions. En janvier, c'était le sujet du moment, ça l'est toujours d'ailleurs, sur la pratique vaccinale et sa perception. Et donc avec un chercheur en histoire des sciences, donc Laurent-Henri Gignot, qui a apporté sa compréhension et sa vision historique, qui a remis en perspective beaucoup de choses, et Stéphane Zintara, qui a été chercheur en immunologie vétérinaire à l'ANSES. Donc à chaque fois encore des profils très différents. Je vais peut-être passer un peu plus rapidement les suivants, parce que je pense que maintenant vous avez compris un peu le principe, même si ça me paraît important que vous ayez je cite notamment les intervenants, ne serait-ce que pour leur rendre crédit aussi. Donc, nouveau courant alimentaire et nutrition animale et humaine et animale, avec Benjamin Alès, chercheur en nutrition humaine, et Charlotte Deveau, vétérinaire spécialisée en nutrition animale. Et en fait, les problématiques étaient quasiment les mêmes, avec un effet de vase communicant entre les deux domaines. En mars, prévention en santé animale et santé humaine. Donc là, c'était toute la question des mutuelles. Les mutuelles sur le volet animal et les mutuelles sur le volet humain, avec les aspects financiers qui en découlent. En avril, effectivement, les biotechnologies. Donc là, avec une association AD Biotech très investie sur le sujet des biotechnologies, en contrepoint un professeur, Loïc Rajoux, à AgroParisTech, qui travaille sur tout le volet végétal des biotechnologies. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet non plus. Quels apports respectifs de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire suite à la crise Covid-19, ça rentrait pas dans le diaporama, donc je ne l'ai pas mis. Et donc, on avait la participation d'un praticien hospitalier qui est intervenu aux côtés d'un professeur de l'école vétérinaire de Nantes. Enfin, en juillet 2020, donc là, on s'est posé la question, c'est vrai que tout le monde en parle, One Health, mais finalement, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est si spécifique que ça? Est-ce que la gouvernance est si particulière? Et donc, on a eu la chance d'avoir la participation d'Ariane Chamoin qui travaille sur ces enjeux-là dans le cadre de ses travaux de recherche, et Véronique Nguyen qui est professeure à HEC sur tous les aspects de gouvernance en entreprise. Et il vous aura pas échappé que le slogan de Danone à une époque s'inspirait très fortement de One Health. Et donc, les 3 derniers afterwork que nous avons organisés ou que nous allons organiser, puisque vous avez vu que nous ne sommes que le 15 décembre. Le dernier, c'était le rôle des professions de santé dans la préservation de l'environnement, avec Alain Moussu, donc vétérinaire qui s'est investi sur la préservation de la biodiversité via une fondation. Et puis Pierre Souvet, que je ne présenterai pas puisqu'il se présentera de lui-même après mon intervention. Enfin, en novembre, biodiversité et santé mentale, celui où je n'étais pas. Donc là, c'est ma collègue, donc Morgane Saline, qui l'a organisé. Et donc, je ne préfère ne pas dire de bêtises sur l'origine des participants. Et enfin, 16 décembre, donc demain, je crois qu'il reste encore 2-3 places,
des discussions autour de la médiation animale avec Dominique Cotier-Dérand, donc qui est vétérinaire consultante sur le bien-être animal, et Jérôme Michalon, qui est chercheur au CNRS sur ces enjeux de médiation animale. Finalement, une fois qu'on a passé tout ça, on a organisé maintenant 13 afterwork en comptant celui de demain depuis le lancement de cette initiative. Et la question que l'on peut commencer à se poser, c'est a-t-on réussi finalement à rassembler une communauté d'acteurs issus de tous horizons? A-t-on réussi à favoriser l'émergence d'initiatives concrètes en faveur du One Health? La réponse est à la fois oui et non, c'est-à-dire que le succès est là, le succès et les résultats concrets sont là, mais nécessitent encore d'être approfondis. En premier lieu, et heureusement, à chaque afterwork, nous avons entre 15 et 25 participants. Nous limitons à 25 participants pour préserver la fluidité des échanges, d'une part parce que nous sommes en format numérique, et d'autre part puisque sinon on appellerait ça une conférence et non plus un afterwork. Donc on a une communauté maintenant de 1000 personnes sur LinkedIn, enfin en fait 999 pour être tout à fait honnête, et de 400 personnes sur le site de diffusion. Et donc si vous souhaitez nous suivre, évidemment vous êtes les bienvenus et je vous y encourage. L'autre point qui est à la fois une force mais aussi finalement quelque chose qu'il nous faudra dépasser par la suite, c'est que notre réseau initial était un réseau de vétérinaires par essence, et donc initialement ceux qui nous ont suivis, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus sont principalement des vétérinaires. Et donc maintenant pour nous il y a un réel enjeu à poursuivre la diversification qui a été entamée des profils qui participent à ces afterworks et qui nous suivent. L'autre point, c'est que au-delà finalement des afterworks, on a participé à des groupes de travail ou à des conférences, que ça soit par exemple des focus group qui ont été menés, initiés à partir de membres de notre réseau. Donc c'est une réussite, où on s'est rattaché à des actions qui étaient menées, donc que Nathalie a pu présenter, par exemple une seule satire pratique, où nous avons contribué à un atelier. Et enfin, des interventions lors d'événements pour justement à chaque fois essayer de promouvoir le concept One Health. Donc par exemple, j'étais au Salon Pro Durable en septembre pour intervenir, pour animer une table ronde sur le concept One Health et le monde de l'entreprise. Alors, les perspectives, et ce sera ma dernière diapositive, que je n'ai pas précisé, mais qui paraît tout de même important, et c'est pour ça que je l'évoque, c'est que cette initiative est complètement bénévole. Elle a été initiée par moi-même et par ma cofondatrice Morgane Saline. Maintenant, nous sommes 6, c'est-à-dire 6 bénévoles qui nous ont rejoints et qui permettent un peu de répartir la charge dans l'organisation. Donc, c'est une organisation naissante à moyens limités. Et la question se posait de savoir si on voulait grandir, croître et se diversifier, ou si on souhaitait poursuivre sur cette lancée. La réponse que nous sommes faits, c'est que finalement, on atteignait quand même des objectifs, c'est-à-dire que les actions concrètes étaient là, et que finalement, on s'inscrivait dans un écosystème plus global et qu'on y contribuait. Et donc, ça répondait à notre ambition et notre vision initiale. Et en plus, on travaille à côté. Donc, le premier point, c'est que finalement, nos perspectives 2022, ce sera de poursuivre l'organisation d'Afterwork comme on l'a fait. Et si je peux le dire ainsi, c'est notre cœur de métier. Si on arrive déjà à en organiser un par mois encore pendant 1 an, ce sera vraiment un pari de réussite. D'ailleurs, si vous avez des idées de thématiques, si vous avez des idées d'intervenants, évidemment, j'en suis preneur, puisque ça contribuera à diversifier notre panel et nos afterworks. Ce que l'on continuera à faire aussi, c'est la mise en place de partenariats concrets. Je vais présenter par exemple celui qu'on a initié avec la clinique juridique One Health, donc qui est une clinique qui a pour thématique le concept One Health, mais pour des étudiants en droit. Et donc, en fait, le projet est que ces étudiants puissent assister à des afterworks et en faire des synthèses pour ainsi avoir à la fois un rendu de nos afterworks et pour les étudiants, leur permettre d'acquérir des connaissances et surtout d'avoir accès à un réseau scientifique auquel ils n'ont pas forcément accès de par leur parcours. On va continuer effectivement la participation à des événements à chaque fois que nous y serons invités et que ça nous paraît pertinent, ne serait-ce que pour promouvoir le concept One Health. La consolidation de la gouvernance, en fait, c'est surtout de dire que il faut qu'on arrive à se structurer et à faire en sorte que la charge de travail ne repose pas uniquement sur les cofondateurs pour pouvoir le pérenniser, et que si un jour l'un de nous souhaite arrêter, l'initiative puisse se poursuivre. Et plus globalement, en fait, c'est la volonté de collaborer en synergie avec l'ensemble des acteurs de la Galaxy One Health. J'ai été approché récemment par un cabinet un consultant
qui en fait nous interrogeaient, qui souhaitaient monter des réseaux ou des actions et qui nous disaient mais est-ce que, enfin par rapport à votre positionnement, est-ce que ça vous dérange? Et moi je dis au contraire, de toute façon on n'a pas la capacité d'action pour le faire. Et en plus l'aspect One Health, l'idée c'est pas justement que chacun redéfinisse un périmètre sur lequel il a le droit de parler et d'agir, mais qu'on travaille tous ensemble dans un écosystème. Donc vraiment c'est notre volonté par les afterworks finalement de diffuser une connaissance et une volonté de travailler sur les aspects One Health au fur et à mesure. Donc, pour conclure vraiment une approche bottom-up avec nos slogans qui est du concept à l'action. Et si vous avez des idées de meilleurs slogans, j'avoue qu'on est preneur aussi. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser quels sont les profils des participants, à part les vétérinaires? Oui, en fait, c'est toute personne qui est sensibilisée, on va dire, avec le monde scientifique, mais au sens large. Et toute personne qui a une connaissance du concept One Health. Disons qu'on ne vise pas le grand public, c'est vraiment des gens qui ont une appétence et qui ont un intérêt déjà pour la thématique. Donc on peut avoir des chercheurs, des fonctionnaires, des membres d'entreprise et toutes des personnes qui à un moment ou à un autre se sont posé des questions sur le concept One Health. Voilà, donc c'est vraiment notre cœur de cible, si je puis dire. Nous allons accueillir Pierre Souvet. Vous allez nous présenter un focus sur la sensibilisation des professionnels de la santé humaine, le changement de paradigme qu'il faut favoriser quant à la relation entre santé et environnement dans les facteurs déterminant la santé, et la relation biodiversité-santé. Et Monsieur Souvet, je vous rappelle que vous avez un temps limité. Limité comme d'habitude, merci. Non, merci Mayad, à Isée évidemment pour l'invitation. Qui nous fait chaud au cœur. Madame Rateau, bonjour. Ah, c'est moi qui ai le bit. Et merci Madame Colombier. Donc en fait, nous aussi, on est une association de bénévoles. On est tous bénévoles depuis que l'ACEF s'est créée en 2008 suite à l'affaire des PCB dans les poissons que les gens mangeaient et personne ne s'intéressait aux gens. On avait interdit la pêche, mais personne ne se demandait si les gens étaient contaminés par le polychlorobiphényl qui était dans les poissons. Oui, c'est les Inuits qui sont les plus contaminés au monde, donc ça vous donne une idée du monde entier contaminé par une substance chimique. Et donc, sur l'approche Une Santé. Alors, j'ai mis l'OMS, vous savez que l'ONU a déclaré que, depuis octobre, que avoir un environnement sain est un droit de l'homme. C'est nouveau. Et je crois du 13 octobre, enfin, de début octobre. Donc, pour comprendre pourquoi les médecins ne sont absolument pas formés au sujet, et pourquoi il faut arriver, voilà, c'est ça. Quand j'interviens, notamment l'an dernier congrès d'un syndicat représentatif de médecins, je leur ai dit, est-ce que vous pensez que manger moins gras, moins salé, moins sucré, ne pas fumer, évidemment, c'est pas bon, ça suffit en termes de prévention sanitaire, plus que la prévention actuelle en santé basée sur ça, et que nous sommes tous orientés que vers le soin. Vision globale, non pas holistique, comme disait monsieur, je ne voulais pas dire monsieur Kegan, systémique, globale de la santé n'est pas pris en compte. Ce qui fait que, en termes de prévention, vous voyez le budget ARS PACA 17 milliards, le budget prévention qui comprend le dépistage, dépistage cancer du côlon, etc. 48 millions, le budget santé-environnement, puisque pour moi, ça rentre dans la santé-environnement, 2,3 millions par rapport à 17 milliards ARS. Sachez que le budget santé-environnement de l'ARS Île-de-France, c'est 2 millions, c'est encore moins. C'est une ARS encore plus grosse. Et donc, on donne à peine 1%, on est 18e en termes de prévention des pays de l'OCDE, les pays les plus développés. Et donc, si on veut que notre système, vous allez voir quelques chiffres, perdure, il faut faire plus de prévention, il faut qu'il y ait moins de malades. Il y a des docteurs qui veulent qu'il y ait moins de malades. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Un truc important, la définition de l'OMS, c'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de pathologie, c'est aussi un bien-être physique, mental et social. Donc, la définition de la santé est beaucoup plus large que ce qu'on croit. Donc, on a décidé, puisqu'on a démarré dans un endroit très pollué, d'essayer d'agir dans ce sens et de sensibiliser les professionnels de santé. Maintenant, bien sûr, le message, c'est les acteurs de santé. Quand je pense que les vétérinaires ne sont pas des professionnels de santé, je suis resté quand même, il y a quelques années, là, en apprenant ça, pantois, hein. Quand on pense au campagnol, on en a parlé ce matin, le campagnol, il trimballe l'antivirus. C'est une grosse merde, hein. Il y a entre 0,5% de morts si vous l'attrapez. C'est rien que la déjection l'urine du campagnol. Hein, c'est pour vous dire. Et donc, ce lien est évident.
Et toujours pour rebondir là-dessus, il y a une épidémie, j'étais donc intervenu il y avait tous les directeurs vétos là, sur une épidémie d'encéphalite dans l'Ain. Épidémie d'encéphalite, et tout le monde se dit, ah, c'est le Covid. Alors tout le monde a eu X tests de Covid, en fait, c'était en fait un germe qui avait, je crois, dans le lait. C'est les vétérinaires qui ont dit, ah, attention, il y a ça, et voilà. Et donc, ce sont des professionnels de santé pour lesquels nous demandons qu'ils intègrent les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé qui sont un État, elles ne sont pas très matures, elles se montent sur la France et qui sortent de réseaux local. Par exemple, sur là où je suis, Vitrolles, Marignane, il y a à peu près 100 000 habitants. Et vous avez X pharmaciens, infirmiers, etc. Donc, c'est un vrai réseau qui peut être un vrai relais pour faire de la prévention et de la prévention en santé-environnement. Donc, en gros, en santé-environnement, les médecins ne comprennent rien, les pharmaciens ne comprennent rien, et en santé-biodiversité, ils ne comprennent rien. Bon, j'exagère. Hein. Elle est partie. Bon. Tout ça pour vous dire que les jeunes s'intéressent, puisque nous avons des conventions, c'est assez extraordinaire, à la CEF, avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France, Pharmacie de France, interne en médecine générale, et quelques syndicats, notamment Jeunes Médecins et la CSMF, qui nous demandent à nous, associations de bénévoles, de les sensibiliser à la santé et à l'environnement. Est-ce que vous vous rendez compte de cette anomalie ? Et donc, 3 hypothèses, eh bien, nous faisons partie de la nature, et donc c'est normal que la nature nous fasse du bien. L'hypothèse de la biodiversité, très importante, l'amélioration de votre système immunitaire, notamment de votre microbiote, et l'effet dilution, la suivante. Et donc, nature en ville, rien nature en ville, me semble-t-il. Qu'est-ce que apporte la nature en ville ? Eh bien, donc, elle diminue l'exposition, donc elle restaure, elle diminue les dommages, elle réduit les dommages. Elle diminue l'exposition aux îlots de chaleur, elle diminue l'exposition au bruit, elle favorise la marche, et donc diminue les maladies cardiovasculaires. On ne va pas y arriver. Et au mieux, écoutez-moi bien, elle diminue la mortalité. Une étude aux États-Unis, des gens qui sont suivis, parce que là-bas, ils ont des cohortes qui sont suivies des dizaines d'années, en fonction de leur lieu d'habitation par rapport à un espace vert. Donc, en l'occurrence, des gens qui habitaient à moins de 250 mètres d'espace vert par rapport à ceux qui étaient les plus éloignés, la mortalité globale, le risque de mortalité, était diminué de 12%. Mortalité globale était diminuée de 12%. Donc, l'apport de la nature, c'est pas seulement du bien-être, c'est vraiment une action sur la mortalité. Est-ce que ça va passer, Mme Rateau ? Ah, voilà. OK. Bon, donc ça diminue la mortalité. Voici la fameuse étude sur l'exposition à la nature, si j'y arrive. Ah, moins 12% de mortalité. Une étude quand même sur 108 000 personnes. Voilà, ça c'est les études sur la santé mentale et le bien-être. Donc évidemment, toutes les études ne donnent pas un effet positif. Hein. Effet positif, effet neutre, pas d'effet. Et globalement, c'est un effet. Après, la qualité dépend. Il y a des gens qui sont plus sensibles aux odeurs, d'autres à la vision. C'est pas parce que vous allez voir 50 000 espèces dont la moitié sont cachées que vous allez être mieux que si vous voyez un vol de papillons. Hein. Tout dépend après de la sensibilité de chacun. Ah, c'est très important au moment de la grossesse. La verdure des quartiers de la mer a un effet positif sur le poids de naissance. Il y a moins d'environnement naturel, a moins d'effets mentaux sur l'enfant. Il y a moins d'allergies. On sait maintenant que si vous êtes élevé à la campagne dans un milieu où il y a beaucoup de bactéries, de moisissures, de germes, vous aurez moins d'allergies, d'ectopie et d'atopie et d'asthme. Votre microbiote, c'est le premier élément, votre microbiote. C'est 12 puissance 12. Est-ce que vous entendez bien ce chiffre ? Ça fait 1000 milliards à 100 000 milliards de micro-organismes qui vous peuplent dans votre tube digestif, dans vos oreilles, dans votre nez, dans votre bouche, pour les dames dans le vagin. D'ailleurs, on se pose des questions sur les femmes qui accouchent par césarienne, puisqu'elles ne sont plus en contact avec le microbiote à la fois vaginal et anal de la mère, et qui perdent des chances. Donc maintenant, on tartine le bébé par les sécrétions pour lui apporter ce microbiote qui est le premier contact avec l'extérieur. Et donc, ça va apporter une immunité meilleure. Donc, le contact avec la nature, avec une biodiversité saine, évidemment, si vous allez promener dans le champ, ils viennent d'épandre des dizaines de litres de pesticides, peut-être là, ça va être un petit peu différent. Hein. Et il y a même une maladie sur le trouble déficitaire de la nature, notamment l'effet cognitif sur les enfants qui ne sont pas exposés. L'effet dilution, plus il y a d'espèces, moins il y a de risques de maladie. Il n'y a que des campagnols, il y a plus de risques d'antivirus s'ils traînent par là.
S'il y a des espèces concurrentes ou qui vont pas être des réservoirs, eh bien, il y aura moins de maladies. C'est pas toujours vrai. C'est d'une grande complexité. J'ai trouvé en effet sur les hantavirus une étude où il n'y avait pas d'effet, alors qu'en laboratoire, il y avait un effet de dilution. J'ai trouvé des études sur le West Nile, notamment dans les Amériques, où plus il y avait d'espèces de primates porteurs, plus il y avait de risques de contamination. Donc, on ne va pas faire une généralisation, notamment, donc par exemple, ça c'est la maladie de Lyme, plus il y a d'espèces, moins il y a de risques de transmission de la maladie de Lyme, mais globalement, l'effet de dilution l'emporte, même si chaque sujet doit être étudié un à un. Alors, je saute. J'y arrive. Donc, les bénéfices du microbiote, eh ben, c'est essentiellement barrière contre les micro-organismes, système immunitaire, microbiote et fonction cérébrale. Marc-André Sellos, l'autre jour, nous a dit, vous avez de l'autisme, les anomalies du microbiote interviennent avant les symptômes d'autisme. Faites des greffes de microbiote, le cerveau reprend son développement et les symptômes d'autisme s'améliorent. On pouvait imaginer ça, il y a des synapses, avec les synapses, ça remonte directement au tronc cérébral, votre tube digestif, par exemple. Pour vous dire que le microbiote, il va falloir de plus en plus s'en occuper, et même il y a des liens avec altération du microbiote et maladies cardiovasculaires et athérosclérose. La médecine contemporaine a besoin, en effet, de la biodiversité, avec 80% de la population qui dépend d'une médecine, non pas comme nous, uniquement technique, mais aussi naturelle. Je passe sur ces chiffres où ils sont importants. Évidemment, plus vous altérez la biodiversité, plus vous avez une perte de chance. Sur l'aspect formation pure. Donc, vous avez vu, les jeunes sont très motivés, mais voilà quelques éléments de la conférence Une seule santé avec des gens qui sont intervenus. D'abord, l'état des lieux, Assemblée nationale, je dis voilà pour la commission d'évaluation des politiques publiques en santé-environnement. Donc, on introduit One Health dedans. PNSE, intégrer la dimension santé-environnement dans l'information initiale. Ça, c'est pas fait. PNSE2, pareil. PNSE3, pareil. Première mouture du PNSE4, ça c'était de 2003, 2004. Inciter à intégrer dans leur parcours de formation des modules en santé-environnement. Donc, ça a changé, c'est devenu obligatoire dans la dernière mouture. Et donc, nous travaillons, parce que il y a des topos de ci, de là, nous travaillons donc avec la conférence des doyens en médecine. Donc, nous avons une conférence en janvier à Strasbourg pour intégrer de façon obligatoire dans le premier cycle des études médicales l'aspect santé-environnement. Donc, il y aura une petite part One Health puisque le cours obligatoire, ce sera qu'une demi-journée. Ensuite, deuxième et troisième cycle, il y aura des propositions de cours facultatifs, entre 60 et 80 heures. Facultatifs, parce que le MESRI nous a dit c'est impossible de rajouter des trucs au programme. Non, c'est bouclé, là, vous pouvez attendre quelques années. Et donc, essayer après de sensibiliser avec évidemment des niveaux de formation supérieurs. Donc, vous voyez la difficulté, mais comme nous avons le soutien de la conférence des doyens, qui a le soutien de la conférence des présidents d'université, on peut espérer qu'enfin, au bout de 18 ans, on arrive à commencer à introduire la formation chez les étudiants en santé. Alors, quelques verbatims. Ensemble des propositions santé-environnement, il y a 2500 organismes de formation de DPC, 15 à 20 000 actions, seuls 54 pour présenter ce sujet. Vous voyez que l'offre. Mais pourquoi? C'est parce que si la formation initiale n'est pas mise en place, les gens ne sont pas motivés. Premier point. Deuxième point, donc les organismes ne font pas puisqu'il n'y a pas de demande. Ensuite, il manque des experts. Au Canada, ça s'est fait. Et en fait, on a demandé aux représentants du Canada pourquoi les gens s'inscrivent. Motivation personnelle. Que dans leur boulot, bof. Et ça leur sert pas trop. Alors que savoir que des anomalies vétérinaires ou les pesticides, etc., ils ne connaissent pas les effets des pesticides. Hein, ils ne connaissent pas. C'est très important. Autre élément, l'endométriose, c'est un facteur environnemental, les perturbateurs endocriniens. Donc, par contre, les médecins s'y intéressent. Pourquoi? Parce que les patients ont dit, oh, mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai ça? Et donc, à ce moment-là, ils s'y sont intéressés. Donc, l'intérêt de sensibiliser la population à ces sujets pour que les médecins soient obligés de pouvoir répondre à leurs questions. Actuellement, les médecins ne sont pas capables de répondre à leurs questions. Proposition de la conférence des doyens, avoir des référents. Par exemple, sur les 20 facultés, il a fait un premier tour de table, il n'y avait que 6 facultés qui disaient oui, nous on veut un référent. Voilà, 6 sur 20. Normal, ils savent pas ça.
Là, je vous ai simplifié, évidemment. Tous les acteurs, dont Mme Bayad a un rôle extrêmement important. Et après, il faut toucher le bon élément du système des collectivités. Parce que si vous touchez le mec qui est là, qui a aucun pouvoir, son chef, il s'en fout complètement, il va rien se passer. Donc, il faut arriver à capter l'attention du bon qui va, lui, être le diffuseur. Les facultés de pharmacie, 28 facultés, il y a 4 ou 5 qui font des cours de santé. Et l'offre internationale, on l'a vu au congrès One Health et plus tôt, dans les pays anglo-saxons. 1 minute pour finir sur une seule santé. La CEF n'est pas assez puissante toute seule, à créer donc des liens avec France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Nathalie, il y avait un petit truc, tu n'avais pas mis, tu avais mis FNB au lieu de FRB. et la Fédération des syndicats de vétérinaires. C'est la première fois que ça arrive, ça. Santé animale, santé humaine et santé des écosystèmes se mettent ensemble pour essayer d'avoir plus de force. Alors on est plus écouté au niveau des ministères. Bon, par exemple, à la réunion à Strasbourg, il y aura la présidente du groupe de suivi du PNSE 4 sur une seule santé. Le groupe formation, par contre. Et avec Jean-Luc Angot, je lui ai dit, il faut que les 2 groupes, une seule santé, puisqu'ils président une seule santé, se relient. Au niveau du public et des professionnels, c'est un travail de fourmi. Par exemple, l'afterwork de Adrien. Ce sont des travaux de fourmi. On aimerait avoir accès à l'éducation nationale. C'est très compliqué. Les collectivités, je pense que ça va se développer. Et les DPC, là aussi, peu d'offres, car peu de demandes, parce que les gens ne sont pas formés. Et donc, on a repris en fait ce que je vous ai dit. Donc, sans alliance, par exemple, un petit focus sur les urbanistes. Je suis intervenu à l'université d'été des urbanistes. Donc, on va leur faire des cours à tous les urbanistes. Après, il y a des urbanistes de Vaucluse, de Gironde, m'ont déjà invité à faire des cours sur le sujet pour avoir cette vision globale. Sachez qu'en 2020, il y avait déjà le concept OMS, une seule santé, ville santé, pardon, qui intègre. Il y a tout dedans, hein, quasiment, à part le diagnostic territorial, parce qu'on parlait de territoire, il faut un diagnostic du territoire pour prendre les bonnes mesures. Chaque territoire est différent. Mais personne chez les urbanistes connaissait ce sujet. Toujours sur les collaborations, nous avons fait à La Rochelle il y a un jour un colloque avec la Société française du droit de l'environnement, l'Université de Strasbourg, de Poitiers, de La Rochelle. Voilà, Madame Michelot, la vice-présidente, très intéressante, pour faire une définition juridique d'une seule santé, la poser en proposition de loi pour qu'il y ait une définition juridique. Parce que malheureusement, il y a la RSE, mais souvent c'est du greenwashing. Il faut pouvoir opposer quelque chose de juridique pour que ça progresse. Donc, vous voyez, seul, on n'y arrive pas. Déjà, avec des alliances, c'est compliqué, mais c'est la seule voie. Même si le travail de fourmi de tous les jours peut être positif, c'est un vrai engagement dans lequel nous nous sommes lancés. Voilà. Et donc, je ne vais pas ces détails, développer ces modules de formation doit être prioritaire. Voilà. Et comme disait le chef Raoni quand il est venu en France, on l'a amené dans l'est de la France, il y avait des tunnels, et la montagne est sacrée chez le chef Raoni. Il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Là, on lui a dit, pour aller plus vite. Mais pourquoi? Pour aller plus loin. Et là, il a dit, mais pour aller où? Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos 3 intervenants? Moi, je retiens les termes fourmis, petits pas et alliance. Je pense que c'est vraiment ça pour former, sensibiliser. C'est plus une remarque qu'une question sur la dernière intervention à laquelle j'adhère totalement. Simplement, je pense qu'il ne suffit pas de développer les heures, mais il faut imaginer une nouvelle pédagogie parce que apporter dans un cursus extrêmement sectorisé comme l'enseignement de la médecine ou des sciences vétérinaires, une approche systémique liée à une seule santé, c'est changer complètement le logiciel. Et donc, en tant qu'enseignant, on a d'énormes efforts à faire pour trouver des pédagogies qui permettent d'assimiler ce qu'on essaye de faire passer dans la notion d'une seule santé ou d'une santé globale.
Pour vous donner un exemple, on fait ça à VetaGrossup dans une option. Pour le moment, ça s'appelle agriculture, environnement, santé, territoire, mais mon collègue Sébastien Gardon dit qu'on devrait l'appeler plutôt une option One Health, ingénieur One Health, et je pense qu'il a vraiment raison. Donc, on a un module final qui s'appelle initiation, très pompeusement, initiation à l'analyse systémique de situations complexes, qui est vraiment, et on travaille sur ces questions-là. Et ce qu'on a développé pour sensibiliser les étudiants, pour qu'ils adhèrent, parce que ça demande un investissement personnel important. On ne peut pas être passif pour assimiler ces notions-là, et donc on leur enseigne à faire des jeux sérieux. Donc le module, c'est de construire un jeu sérieux autour d'un sujet, autour de santé globale, et qui leur permet de penser de manière systémique et de traduire ce qu'ils ont compris sous la forme d'un outil. Et si le jeu ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et s'il marche, c'est qu'on a des chances que la pensée systémique est diffusée dans leur esprit. Et donc, si on veut faire diffuser la notion de One Health, il faut qu'on s'interroge sur la pédagogie liée à cette notion. Et Gilles Boeuf, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-François et Pierre aussi, bien sûr. Vous savez, j'ai fait beaucoup de congrès de médecine et les médecins parlent de humains, normal, hein, leur bête de prédilection. Je pense à l'étoile de mer, à l'oursin, c'est tous des sources de prix Nobel de médecine. Hein. Non, le tout animal, c'est uniquement la souris transgénique. Alors, avec cette biodiversité-là, vous comprenez que le dialogue est un petit peu difficile. Deuxièmement, avec mes amis médecins, avec Bernard Suine-Godot, qui est un des rares médecins évolutionnistes en France, qui a fait ce superbe livre « L'homme malade de lui-même », j'ai eu du mal à le convaincre au début. La biodiversité, c'est important. La biodiversité, aujourd'hui, pour nous, au muséum, c'est 2,4 millions d'espèces connues, probablement 20 millions qui existent. Alors, quand on ramène ça à l'humain et à la souris transgénique, c'est un petit peu quand même limité. Et surtout, c'est une fabuleuse source, effectivement, de connaissances. On parlait des prix Nobel de médecine acquis sur des bestioles qui se mangent même pas. Ça se mange pas, aucun intérêt pour l'humain. Ça se bouffe pas, n'empêche qu'on sort la molécule clé du cancer. Hein. On sort la transmission de l'influx nerveux grâce à des oursins, des étoiles de mer ou des drosophiles. C'est là qu'il y a vraiment une question, et je suis très sensible à ce qu'a dit notre ami tout à l'heure sur la question de la transversalité nécessaire pour enseigner cela. Alors, bien sûr, je pense qu'en médecine, et démarrer par là, la classification des coléoptères, c'est pas indispensable. Hein. Il faut revoir tous les programmes à une époque, on faisait ça en médecine, hein, on faisait la classification des coléoptères. C'est comment on revient à un minimum de connaissances de base. Alors, moi, je préfère à One Health, Eco-Health. Hein, je pense qu'on est vraiment sur les applications écologiques avec la science écologique qui est la plus belle de toutes, hein, interaction entre les êtres vivants pour qu'on puisse avancer. Et je pense que le Covid est un merveilleux moment, exemple pour aller chercher là-dedans l'électrochoc collectif salutaire dont on a besoin. Mais en les écoutant, j'en suis pas persuadé qu'on va aller par là. Bonjour. Juste par rapport aux remarques qui ont été faites à l'instant sur peut-être la difficulté d'enseigner tous ces principes. Moi-même, je suis formatrice en santé environnementale et honnêtement, c'est pas difficile. En fait, il suffit effectivement d'être très humble, d'être très transversal, de pas forcément, être entre pairs justement, et de sortir du cadre. En fait, on n'a pas l'habitude en France de sortir du cadre. Et c'est très simple, en fait, ça se passe très bien, en fait, en réalité. Et Adrien, vous cherchiez des idées, j'en ai peut-être une à vous proposer, je vous parlerai après peut-être. Vous venez du muséum, je crois, derrière moi. Il y a Sabrina Krief qui fait des choses fantastiques avec les chimpanzés au parc de Sebitoli. Et justement, moi, je travaille sur les perturbateurs endocriniens et elle a aussi fait, une de ses étudiantes a fait une thèse sur justement l'effet des pesticides sur les grands primates dans des lieux très reculés. Et il y a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Ça pourrait être intéressant de l'inviter. Merci. Du coup, des réponses un petit peu rapides, s'il vous plaît. Juste pour Sabrina Krief. Il y a 2 ans, je l'ai rencontrée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu prends quelque chose pour le palud, c'est en Ouganda? Ouais, je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Elle m'a dit, non, je mange les feuilles, je suce les feuilles que mangent les singes. Et là, je l'ai revu il y a 15 jours. Toujours pareil, elle m'a dit, ouais, toujours pareil. Donc, il y a des vertus médicinales inconnues. Voilà. Donc, on perd des chances si on détruit tout ça. Et marraine de la promo 2019-2020 est passionnante, en effet. Il est important et en effet, c'est très très bien que la Covid ait déclenché ça parce que ça a été une réflexion qu'on avait conduite avant, qui était comme une évidence dans tous les projets
Et on a Yves Michelin qui citait en effet le master. Et en fait, il n'y a pas de mystère. Quand on se met en effet tous autour de la table, j'ai pris 3 exemples tout à l'heure avec les personnes, les experts qui vont bien, les personnes qui œuvrent sur le terrain, les décideurs, les opérateurs, eh bien, objectivement, il y a des décisions qui sortent. Mais parfois, il y a une complexification des circuits. On en parlait avec justement Monsieur Boireau, où il y a des évidences de circuits sur tout ce qui est aigu en termes d'émergence, de gestion et de réponse. Et sur du chronique, ces réflexes ou ces mises en œuvre ne sont pas là, et donc il faut les réinventer. C'est pour ça que je repartais, par exemple, dans le cycle des hautes études de quelque chose qui soit très fondé sur l'IHEDN. On arrive avec un sujet, une complexité. Les personnes qui sont intervenants spécialistes sur le domaine ou qui ont dans leur situation professionnelle géré ou témoigné, et on arrive à des solutions. Pour répondre à Monsieur Boireau ce matin, là, dans les circuits courts, à l'échelle d'un établissement, on peut pas faire une légumerie. À l'échelle d'un département, on peut la faire et employer une association de personnes handicapées pour recréer ça. Et en fait, voilà, cette intelligence collective, il faut en effet parfois reprovoquer un peu lors de ces formations ces réflexes qui ensuite, on l'espère, vont créer du réseau et faire en sorte que ensuite sur le terrain, les gens ne se regardent pas en chien de faïence, en effet, en fonction de leur cursus, de leur métier, mais en fonction. Moi, c'est un préfet qui me l'a dit, mais moi, j'en ai rien à faire de votre habilitation ou de votre circuit de compétences. C'est qu'est-ce que vous avez à apporter dans l'équation. Et ça, je pense que c'est fondamental et tout le monde a en effet avec une connaissance solide des choses à apporter. Moi, quand j'interviens auprès de... Donc là, j'ai fait la Société française de radiologie, la Société française de dentisterie, si on m'avait imaginé que j'allais parler aux dentistes, c'est de leur ouvrir l'esprit. Et quand je vois les internes que j'avais, c'est ultra spécialisé, c'est le silo, c'est ça, tac, tac, un symptôme, une maladie, un traitement. Et cette ouverture d'esprit, alors avant, il y avait Organisation Générale des Êtres Vivants à la fac, il y a 40 ans. Si ça y est toujours, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit. Mais là, je me tourne vers M. Guégard, vers M. Boeuf. M. Boeuf, Gilles Boeuf, êtes-vous là? Gilles Boeuf, M. Guégard, M. Morand n'est pas là. Est-ce que vous avez formé des étudiants capables d'avoir cette ouverture, de donner l'ouverture d'esprit aux élèves? Parce qu'on a l'impression que les formateurs actuels, c'est, je vous dis, un symptôme, une maladie, un traitement. Est-ce que vous avez préparé l'avenir, justement, pour qu'on ait ces enseignants-là? Là, les jeunes sont super à Sciences Po, 12 heures à Sciences Po Paris, de l'histoire naturelle à l'économie des hommes, et ça marche. Mais c'est tout récent, c'est moins de 5 ans, mais il y a vraiment un engouement incroyable. Je vais même à l'école de la magistrature, il n'y a que des filles, hein, c'est génial. Mais partout maintenant, ces messages-là commencent à passer. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, Pierre, tu vois. Mais au niveau médical, tout à l'heure, j'ai un peu sursauté quand je crois que c'est vous qui avez écrit aide des vétérinaires et des médecins à sauver la biodiversité. Il n'y en a pas. Cherchez-moi des vrais exemples où des médecins se sont impliqués fortement, hein, massivement, ou des vétérinaires. Non, ça ne les intéressait pas. Alors, je ne dis pas que ça ne vient pas en ce moment chez les jeunes. Hein. Et je veux dire que nos principaux problèmes aujourd'hui, ce sont les ingénieurs qui ont passé 60 ans, qui ont des certitudes. Je parle des gens éduqués, je ne parle pas des autres. Tant les problèmes de climat qui changent et de diversité qui s'en vont, parce que c'était des frivolités, des colos farfelus. C'est en train, et tu l'as très bien expliqué, Pierre, tout à l'heure, c'est fondamental. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on verra demain. Donc, ce qu'il faut persuader autant au niveau scientifique que politique, c'est que ces questions-là sont à mettre en exergue au premier plan. Si on s'en occupe pas, effectivement, dans ce cas-là, les catastrophistes et puis qu'on appelle les collapsologues ont raison. Mais j'espère qu'on va tout faire pour qu'ils n'aient pas raison et qu'on arrive encore à s'en sortir. Tout l'intérêt du tronc commun, parce que très clairement sur les problèmes de santé environnement, et pour les avoir vécus sur le terrain dans la posture de l'inspection, bon, c'est vrai que quand vous passez entre un viol et un meurtre, c'est assez compliqué de sensibiliser sur l'impact de la pollution dont vous parlez. Mais je crois que via cette formation initiale, via tous les échanges qu'on peut avoir au quotidien, justement en portage de dossiers, etc., maintenant, on voit en effet, on commence à avoir une spécialisation et des dossiers qui sont clairement portés. Question qui est liée
à la fois sur les débouches, enfin, pour la question de l'emploi finalement, enfin, qui est quand même au cœur de cette question de la formation, et sur les étudiants, parce qu'il semblerait qu'il y ait des mouvements un peu contradictoires. Alors d'un côté, on dit oui, les étudiants s'intéressent ou les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces questions, et en même temps, en particulier sur la médecine, par exemple, j'ai pu tomber sur le choix de spécialité des étudiants en médecine. Premier choix, chirurgie plastique. Deuxième, enfin, etc., etc. Et la santé publique et dernier choix juste avant la médecine du travail. Enfin, donc ça c'est quand même donc c'est vraiment les choix de spécialité des étudiants. Comment on fait pour recruter et à qui on s'adresse, quelles sont les cibles? Parce que et pour la santé publique, pour les vétérinaires, on peut dire sans doute quelque chose d'assez proche. Oui, ouais, après je vous donne la parole. Je pourrais vous transmettre à c'est vraiment très intéressant. Les internes, moi j'avais donc un interne tous les 3 mois, ils ont changé. Hein. C'est en effet, il faut finir. Bon, c'est pareil pour les gardes à l'hôpital, il faut qu'ils aient fini les anesthésistes, il faut qu'ils aient fini jeudi midi. Hein, j'exagère à peine. Hein. C'est plus du tout la même vision. Beaucoup de femmes, beaucoup qui ont d'enfants, et donc qui n'ont pas envie de s'investir avec. À tous évidemment, mais c'est la qualité de vie, la qualité de la rémunération qui va compter. Bien sûr, ils font bien leur boulot, hein, attention. Hein. Et des fadas comme nous, qui ont autre... ben, il n'y en a pas 50. Hein, voyez. Il y en a un que j'ai envoyé au plan national, vous voyez, sur le groupe formation, qui était interne avec moi. J'ai dit, tu vas nous représenter au groupe formation du PNSE. Mais l'état d'esprit a complètement changé, parce que c'est le numerus clausus, mais c'est l'ouverture d'esprit. Si vous leur expliquez, mince, voilà, il se passe autre chose que je vais te donner le comprimé adéquat. Et on est là aussi pour partager nos expériences. Moi, j'ai une expérience de 22 ans d'enseignement à Montpellier et de 12 ans d'enseignement à l'École des hautes études en santé publique. On nous avait demandé, c'est d'ailleurs le ministère de la Santé, de transformer donc ce qui s'appelait l'École d'application de l'État, École nationale de santé publique, en une grande école de santé publique avec les standards des grandes écoles de santé publique américaines. Donc, du coup, on a fait appel à moi pour monter 300 heures d'enseignement autour de tous ces concepts, en particulier, et ce depuis 12 ans. Moi, quand je discute avec les étudiants, c'est ça aussi qui me fait mal, c'est-à-dire qui ont et qui reçoivent des enseignements autour de ces concepts One Health, c'est-à-dire qu'ils savent un peu de choses, et sur un paysage de connaissances très variées, mais ils n'acquièrent aucune spécialité. C'est-à-dire qu'ils sont formés à du One Health, mais finalement, ils n'entrent pas dans le cœur du volcan de la connaissance qui ferait d'eux des spécialistes de quelque chose dans une approche un peu globalisée de leurs problèmes. Et donc, du coup, on est en train de construire des générations d'étudiants. Hein. J'ai discuté avec une des responsables du Master International One Health à Tours. C'est exactement les commentaires qu'elle me fait. C'est-à-dire qu'ils n'acquièrent aucun emploi parce qu'ils font du pointillisme, ils sont un peu spécialistes de tout et de rien à la fois, quoi. Et donc ça, il va falloir faire extrêmement attention parce que les étudiants sont autant séduits par ces approches, mais finalement, en recevant des touches d'un peu de tout, ils ne deviennent spécialistes de rien du tout. Peut-être sur la formation continue, puisqu'après tout, moi je ne vois que des gens en formation continue, un peu plus âgés que vous, mais sur les dernières années, j'ai vu quand même une grande modification du profil des professionnels de santé territoriaux. Alors souvent, ils sont plutôt santé publique ou pédiatres, c'est les deux grands travail. C'est voilà les trois figures. Et ce qu'on disait à midi, c'est que je trouve qu'il y a quelques décennies, ils étaient très ouverts sur beaucoup de choses. Et donc, au fil là, s'ils étaient intéressés en tant que citoyens sur des questions de santé et d'environnement, ils allaient venir. Les nouveaux sont très pressurisés aussi par le monde du travail. Donc, ils sont un peu omnibulés par leurs tâches sanitaires. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir les yeux. Et que quand ils ouvrent les yeux, c'est à titre personnel, mais sûrement, ça ne peut pas aller dans la pratique. Pour les professionnels, les directeurs de l'environnement, de la voirie, des déchets, qu'on essaye de former d'urbanisme et mobilité, on essaye de former aux enjeux de santé, on est un peu dans le même cas de figure. Et ce qui me semble quand même, enfin, ce que je n'avais pas du tout envisagé, c'est qu'à la limite, la mayonnaise prendra nettement mieux chez ces professionnels-là que chez les professionnels de santé. Et le consensus sera plus près, on va le trouver plutôt chez ces professionnels-là, quoi. Merci aux intervenants. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous propose de faire une micro-pause quand même pour s'aérer un peu.
5 minutes. D'accord? On essaye comme ça. On doit vraiment libérer la salle à 17h15, donc c'est important qu'on finisse à l'heure. Merci.